Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois Johan Brogol, auteur mais aussi créateur en 2019 de la maison d'édition engagée Subverti. Basé à Toulouse, l'éditeur a déjà sorti plusieurs jeux avec des thématiques fortes. Révolution, climato, Dictopia ou encore Biomos. Sa devise est « Changeons le monde en s'amusant ». Que ce soit par leur thématique ou par leur conception, ces jeux ne passent pas inaperçus. Dictopia et Biomos ont d'ailleurs reçu des prix comme le Trophée Flip dans la catégorie écoludique. Cette interview de Johan a été enregistrée en février dernier et conclut mon séjour au Festival des Jeux de Cannes. Alors, je suis avec Johan Brogol, Subverti, et la maison d'édition Subverti. Merci d'avoir accepté l'interview et bienvenue. Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Voilà, j'ai envie donc d'en savoir plus sur ton parcours, sur la maison d'édition, sur les valeurs que tu défends, sur les projets, etc. Peut-être on démarre par comment est né Subverti, tout simplement. Et il y a combien de temps ? La petite histoire, c'est en 2018, j'ai auto-édité un jeu de société qui s'appelle Révolution. Et en fait, c'était une expérience qui m'a appris beaucoup et qui m'a beaucoup plu. Et suite à cette auto-édition, je me suis dit, mais en fait, c'est formidable, je vais me consacrer aux jeux de société. Et du coup, à l'époque, j'étais à Montréal et j'ai arrêté mon travail pour lancer Subverti, qui est né en 2019, avec l'idée de se dire que le jeu de société est une solution à beaucoup de problématiques qu'on retrouve dans le monde actuel, à la fois sur l'aspect où on se retrouve entre humains, sans écran, et qu'on partage des choses comme ça, et à la fois sur l'idée de ce jeu comme un art, comme un objet culturel, qui nous permet de s'amuser et de réfléchir de façon en même temps, sans avoir cette idée que le monde réel est séparé entièrement du monde fictif, mais que l'un se nourrit de l'autre, et qu'on peut faire beaucoup de choses à travers un média et un médium comme le jeu. Avant, tu avais un parcours plutôt dans l'UX design, c'est ça, designer web ? Exactement, UX designer pour ceux qui veulent les termes techniques. UX designer, effectivement, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire expérience utilisateur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu fais du design pour que les gens puissent, on va dire, pour simplifier, quand on passe une porte, si tu te rends compte qu'il y a une porte, c'est que l'UX n'est pas bien faite, parce que du coup, ça te bloque dans la démarche que tu essaies de faire. Tandis que si c'est transparent ou que c'est dans le bon sens, ça veut dire que ça a été réfléchi pour s'adapter à l'usage réel des gens. Alors, c'est très schématique, mais ça s'applique beaucoup dans les sites web. Vous avez tous et toutes, sans doute, des fois, été frustrés par une navigation web qui ne marche pas bien. C'est trop compliqué de trouver le chemin. Voilà. Exactement. Et essayer de simplifier tout ça. C'est ça. Normalement, derrière, il y a des UX designers qui réfléchissent à ces usages, avec évidemment plein de problématiques du style comment faire pour que, quel que soit le public, ça puisse être pratique et facile d'utilisation, et pas que ce soit embêtant. Donc effectivement, un bon background de développeur web, ce qui fait que Subverti, c'est d'abord aussi un site internet. Beaucoup de gens, d'abord, ont connu Subverti de cette manière-là, par rapport aux cartes interactives que tu proposes. Exactement. Alors, c'est pas d'abord un site internet, c'est d'abord une maison d'édition, mais il se trouve que, effectivement, quand je me suis lancé, je me suis dit, mais ce serait bien de pouvoir aller dans les festivals, et que quand je cherchais des festivals, j'avais du mal à trouver des listes claires, et je me suis dit, bon, si ça n'existe pas, on va le faire, tout simplement. Et je me suis dit, il y a peut-être une cinquantaine de festivals en France, ce sera assez simple. Au final, aujourd'hui, il y en a plus de 500 référencés sur la carte des festivals, et on a aussi lancé une carte d'autres acteurs, les maisons d'édition, les associations, les boutiques, etc. Et ça sert beaucoup, parce que plein de gens sont en demande d'informations, et je suis ravi que cet outil, dans la lignée, encore une fois, de notre histoire, de se dire que le jeu de société, c'est universel et ça doit être diffusé au plus grand nombre, et de ne pas rester dans un entre-soi, mais plutôt d'ouvrir et de partager cet univers à plein de monde avec des backgrounds différents. Et cette idée, encore une fois, que plus on est nombreux et nombreuses à jouer, meilleur sera le monde. C'est ça, je le voyais d'abord comme un site internet, parce que c'est comme ça qu'en fait, la plupart des gens, je pense, atterrissent sur ton site au départ, parce que voilà, comme tu dis, là on est vraiment dans le côté utilisateur, on cherche un festival proche de chez nous, on tombe facilement sur la carte interactive, et ça c'est cool. Exactement. Voilà, c'est hyper pratique. C'est clairement la page qui est le plus visitée, et on est ravis que ça serve. C'est vraiment quelque chose qu'on a imaginé pour tout le monde, et qui ne nous rapporte pas d'argent, et plutôt qui nous en fait perdre, mais c'est pas le sujet, parce qu'on le fait vraiment
pour l'intérêt que ça présente et que ça aide plein de monde, que ce soit les festivals, que ce soit les gens, que tout le monde adore cet outil. On est ravis que ça serve concrètement. Alors tu dis on, parce que vous êtes plusieurs à gérer cet aspect-là ? Alors on est plusieurs. Parce que je sais qu'il y a des ambassadeurs. C'est ça, je suis officiellement, juridiquement tout seul dans la société, mais c'est une aventure collective. Dans le sens où, par exemple, pour prendre quelque chose de très concret, les jeux de société, il y a des auteurs, des autrices, des illustrateurs, etc. Et chacun est rémunéré ou aide selon ce qu'il fait, selon sa façon de faire. Nous, l'idée, c'est vraiment quand je dis on, c'est Subverti dans sa vision et dans ce qu'on propose. À peu près, tout le monde peut s'y retrouver. Et chacun, quand on participe à la carte interactive, en fait, c'est un peu comme Wikipédia. Ouais, d'accord. C'est qu'on propose une modification et après... alors aujourd'hui, c'est moi qui la vérifie. Tout le monde peut aller y rajouter du contenu, c'est ça que tu veux Exactement. dire ? Et on s'en fiche un peu que ce soit moi ou quelqu'un d'autre derrière. L'idée, c'est vraiment que c'est quelque chose que tout le monde s'approprie, voilà, que ce soit collaboratif. Ok. Et qu'on puisse. C'est pour ça que j'utilise cette forme-là, parce que je vois vraiment que c'est ça comme une aventure collective. Et sans ces participations de chacune et chacun, même si c'est des petites choses, ça ne pourrait pas exister, parce qu'il y a trop d'informations. Bah oui, c'est du gros boulot quand même, de référencer tout ça. Il y a quand même marqué l'équipe sur le site, avec tout un tas d'ambassadeurs. Oui. C'est quoi en fait ces ambassadeurs ? C'est des gens qui ont aidé ou aident à leur niveau selon géographiquement où ils sont, selon leurs compétences, selon leurs envies. Encore une fois, dans cette idée que pour moi c'est une aventure collective et que si tu veux participer dans l'esprit, dans cette ligne éditoriale qu'on défend, on peut apporter des choses. Mais dans les ambassadeurs, des fois c'est des personnes qui ont une fois participé à un événement ou organisé un événement pour défendre notre vision des jeux et nos jeux et parfois d'autres. Et des fois c'est des personnes qui travaillent régulièrement avec nous selon les sujets. Évidemment, tous les artistes du jeu ils sont présents et présentes, mais il y a aussi d'autres acteurs et actrices. Parce qu'il n'y a pas que les artistes qui font vivre ce monde du jeu. Et t'en es la preuve, c'est que c'est important d'avoir des médias ludiques qui montrent ce qu'on fait, qui en parlent. C'est important d'avoir... Enfin, tous les maillons de la chaîne ont leur rôle à jouer. Et en fait, je trouve ça chouette de pouvoir montrer qu'il y a... De les mettre en lumière, tout le monde. Exactement. Ouais, c'est chouette. Mais alors, tu évoquais la ligne éditoriale. J'aimerais bien que tu expliques plus aux auditeurs. Voilà, c'est quoi la ligne éditoriale de Subverti ? Vous êtes tu es vraiment engagé. Voilà, tu peux m'en dire plus ? Oui, avec plaisir. Alors, on va le résumer à notre slogan. On dit « changer le monde en s'amusant ». L'idée de la ligne éditoriale, c'est d'assumer ce côté engagé. Et pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait un monde demain, et du coup, un monde du jeu demain, il faut qu'il y ait certaines choses qui changent. Tout le monde le sait. Tout le monde n'assume pas parce que ça peut faire peur. Et nous, on propose une vision claire qui est de dire, en fait, un monde demain souhaitable, c'est un monde humain où on se rapproche. Et le jeu de société est quelque chose qui me paraît justement qui a ces vertus-là comme à la fois moyen et comme but de se dire que imaginons une société où on s'amuse, où on assume qu'on peut s'amuser malgré parfois la dure réalité de la vie. C'est pas incompatible, c'est pas parce qu'on est triste un jour ou qu'on est en colère un jour qu'on peut pas rigoler le lendemain ou même le même jour d'ailleurs. C'est vraiment l'émotion humaine. En fait, assumer cette chose que le monde n'est pas lisse, que les humains ne sont pas lisses et qu'en fait on peut faire différemment et qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir une vision humaniste du monde pour changer les façons de faire, même si ça peut faire peur quand on regarde tout dans sa globalité, mais c'est dû à beaucoup de choses. Alors après, on ne va pas aller trop loin côté philosophique, mais dans l'esprit de ça, je trouve que le jeu de société en tant que tel a plein de vertus. En dehors de nous, la couche qu'on rajoute, qui est en plus au-delà du jeu comme objet, on va plus loin et on propose des thèmes qu'on veut faire réfléchir, qu'on veut faire réagir ou qu'on veut parfois même provoquer, juste pour se dire parlons de différents sujets et n'attendons pas que ça vienne des médias traditionnels. Engagé par les thématiques des jeux, donc on peut rappeler, donc tu évoquais Révolution tout à l'heure, c'est ton premier jeu, on peut y revenir. Climato, donc sur les enjeux climatiques. Alors Dictopia, ça rejoint un peu Révolution, on est plus dans un monde... le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, ouais. Et du coup, la censure est des choses qu'on peut faire écho dans nos sociétés et dans d'autres sociétés où... Bref, qu'on retrouve par exemple dans les romans d'anticipation, des choses comme ça, qui sont des réflexions importantes, il me semble, pour réfléchir. On a Biomos aussi, bien sûr. Et donc, voilà, donc il y a déjà tous ces enjeux climatiques qui, toi, te sont chers. Et cette notion d'être plus responsable aussi en termes de production. Tu peux expliquer la démarche ? Oui, alors en fait, comme nous produisons des jeux, par essence, produire quelque chose, c'est polluer. Et on réfléchit donc à l'impact qu'on a sur l'environnement. Et on essaie de faire au mieux avec les connaissances actuelles. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de faire des jeux d'un point de vue purement économique, on va réfléchir à l'impact aussi environnemental, à l'impact humain, à l'impact social, etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a des solutions pour fabriquer de façon plus intelligente que juste c'est où le moins cher, c'est où le plus rentable. Parce qu'on sait très bien que cette vision du monde
et nous mène droit dans le mur. Et, alors, il y en a certains qui ont peut-être une vision différente, mais bon, tous les scientifiques un peu sérieux se sont accordés sur cette question-là. Il y a un faisceau d'indices qui nous permettent de penser qu'il faut changer cette façon de faire. Et au lieu de s'abstraire de cette réalité-là, on l'assume et on dit oui, nous produisons des choses, mais en fait, on sait le faire de façon plus responsable. Et que si tout le monde s'accorde là-dessus et fait attention à ça, avec tout ce que ça implique, évidemment, c'est pas le plus simple, on peut concrètement changer les choses. Par exemple, nous, on parlait de Dictopia. Dans Dictopia, il y a un timer, il y a du temps. Et tous les jeux qui disent temps, disent sablier, c'est automatique, on n'y réfléchit pas. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on a plusieurs façons de compter le temps. On a tous déjà une montre ou un téléphone qui a déjà été produit. Et on n'a pas mis de sablier dans Dictopia, qui à l'époque était quelque chose qui n'était pas du tout évident. Et dans les faits, il y a très très peu de personnes. Et, je crois que statistiquement, on est à une personne sur 1000 qui nous dit il est où le sablier parce qu'on a proposé une alternative. C'est ça. Qui est une bande son que l'on peut télécharger pour pas éviter. Enfin bref, il y a toujours on peut aller plus ou moins loin dans le truc, où on peut juste mettre son minuteur personnel. Aussi, ouais. Et en fait, cette démarche-là était importante parce qu'un sablier aujourd'hui, on ne sait plus le faire en Europe. C'est alors forcément en Chine. Voilà, c'est ça. Ce genre de matériel. Alors, c'est pas forcément, mais c'est juste que si on le faisait en Europe, le jeu coûterait 100 € et du coup, personne ne l'achèterait parce que c'est plus accessible et on ne veut pas faire de l'objet jeu de société un objet élitiste. On veut en faire un objet populaire et un art populaire. Enfin, en tout cas, c'est la vision que je défends et je suis pas le seul. Et du coup, c'est ce genre de risque que l'on prend. Pour nous, c'est pas un risque, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut changer la façon de faire. Et en termes de production, justement du carton, des papiers, etc., là aussi, il y a une volonté de travailler avec des usines éco-responsables. Exactement. Et plutôt en Europe. Oui, alors nous, en fait, on essaie de fabriquer les jeux sur le continent où ils sont vendus. Okay. Alors quand je dis fabriquer, c'est qu'on veut que toutes les matières premières viennent du continent, sachant qu'aujourd'hui, tu peux par exemple mettre du fabriqué en France avec des matières premières qu'on fait 4 fois le tour du monde, parce qu'il y a de l'assemblage qui est fait là et les labellisations et ce qui est marqué, parfois malheureusement, servent juste de façon marketing et pas de façon... Alors je dis pas que tout le monde le fait, je dis juste que ça existe et que nous, ce qui nous importe, c'est que concrètement, ce soit meilleur. Par exemple, il y a un truc qu'on fait qui est totalement invisible, enfin pas totalement invisible, quand on connaît, on le voit, mais le cellophane qu'il y a sur les boîtes de jeux, c'est à 99% des fois du plastique. Ouais. Et nous, l'usine actuellement avec laquelle on travaille, qui propose un label écologique en Europe, elle a trouvé une solution qui est de faire un cellophane compostable, qui est fait à partir de cellulose et qui du coup n'est pas du plastique. D'accord. Sauf que cette chose-là n'est pas encore totalement bien reconnue en France. Et du coup, on est un peu en décalage entre les normes et la façon dont c'est recyclé ou composté. Et du coup, c'est pas forcément... On peut pas le recycler chez nous, c'est ça que tu veux dire ? Alors, si. Ça dépend, ils viennent de rendre obligatoire, je crois, le compostage dans différentes villes, mais les villes n'ont pas toutes encore mis en place ce qu'il faut, et du coup il y a des décalages entre ce qu'on pourrait faire potentiellement et ce qui est fait concrètement. Et si on parle de recyclage, maintenant on doit mettre tous les emballages dans la poubelle de recyclage, mais en fait c'est parce qu'ils se sont rendus compte que quand on ne le faisait pas, les usines de recyclage n'avaient pas appris à recycler certains matériaux, et du coup il était balancé pas là, du coup c'était invisible qu'on balançait, enfin c'était invisible, c'est visible au bout d'un moment dans les océans et à plein d'endroits malheureusement, mais il y a un décalage entre ce qu'on prétend faire théoriquement et la réalité de qu'est-ce qui est recyclé, parce qu'il y a une partie du recyclage qui n'est pas recyclé aujourd'hui, ou qui est détruit parce qu'on n'a pas les compétences industrielles ou qu'ils n'ont pas... Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et nous, on essaie aussi de ne pas attendre la régulation, de changer avant pour anticiper ça, parce qu'on n'a plus le temps en fait. C'est qu'il faut réagir concrètement. Alors là, on parle côté consommateur, consommatrice, mais en fait, il y a une grosse part de responsabilité côté industriel. Alors nous, on est tout petit, mais en fait, on essaie de réfléchir dans cette vision-là. C'est-à-dire que la responsabilité en tant que metteur sur le marché de nouveaux produits, elle est énorme et on a un impact. Et la plupart, en fait, s'en foutent ou se cachent derrière des excuses pour dire oui, mais si on fait ça, on n'a plus de sous. Ouais, mais si personne ne fait ça, il n'y aura plus de jeu. Donc, moi, je choisis mon combat et je pense qu'il faut hiérarchiser les choses et qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables pour le futur, quoi. Et ça reste compatible avec justement avoir un prix assez bas parce que ça, c'est compliqué. Enfin, j'imagine qu'en même temps, il faut aussi, quand on vend un produit, faire des profits. Exactement. Alors, c'est clairement pas compatible. C'est-à-dire que nous, on se met des bâtons dans les roues qui nous font perdre de la marge sur ces choses-là. Et effectivement, sur le prix des jeux, en fait, on est obligé, parce qu'on défend à la fois cet aspect environnemental, cet aspect populaire, mais aussi l'aspect social des artistes du monde du jeu. Ouais. Et du coup, le but, c'est pas de faire bien un endroit pour faire mal à un autre. C'est que l'ensemble soit bien fait. Donc, on fait des choix. Et comme je disais, on fait des choix au mieux. Il y a plein de choses qu'on fait pas bien parce que il n'y a pas forcément toutes les solutions qu'on voudrait aussi loin, mais on essaie de réfléchir et d'assumer le fait que produire c'est polluer et qu'on réfléchit à nos modèles de combien il y a d'espace dans la boîte, comment c'est standardisé, quel est l'impact réel, parfois des choses contre-intuitives et parfois aussi des choses évidentes. Quand on parlait de lieux de fabrication, on parle d'Europe. On essaie de faire en France et il y a des complexités aujourd'hui en termes de coûts qui fait qu'on ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, quand on compare au marché, il y a 95% des jeux vendus en Europe qui sont faits hors Europe. Le problème, il est comme ça. Mais on peut aussi comparer à l'industrie du jeu de société par rapport aux industries.
Aujourd'hui, on sait faire des jeux en papier carton. Si le carton est responsable, c'est-à-dire qu'on a des labels, qu'on sait pouvoir mettre, mais ces labels ont aussi leurs limites, parce qu'en fait, ils ne sont pas totalement respectés. Mais c'est vraiment une question d'accepter la complexité du monde et comprendre, en fait, faire appel à l'intelligence des gens et pas prendre les gens pour des abrutis comme beaucoup d'industriels font, mais dire, en fait, responsabilisons-nous et assumons le fait que, oui, il y a un impact, mais on peut le diminuer drastiquement, avec toujours, si on parle plus scientifique, ces objectifs où on parle de tonnes de CO2 émises en moyenne par un Français ou une Française par an. L'objectif, c'est pas d'en faire zéro, c'est d'arriver à un stade où la planète peut régénérer ses ressources. C'est tous d'avoir une prise de conscience et de faire quelque chose à notre niveau. Voilà. Exactement. Et les niveaux, ils sont multiples. Ils sont individuels, mais ils sont aussi sociétals, nationaux, régionaux, européens et mondiaux. Et effectivement, et tout ça, c'est un écosystème qui se nourrit l'un de l'autre et qui me paraît important. Et nous, on essaie de faire notre petite part et d'essayer de changer et de montrer que c'est possible de faire différemment. Oui, c'est comme ça qu'on fait clairement avancer les choses. Ton travail a déjà été remarqué par des prix. Mais il y a eu plusieurs prix récemment. Quels sont-ils ? Et évidemment, on n'est pas tout seul dans cette démarche-là. Il y a plusieurs acteurs et actrices qui défendent ça. Dans les prix marquants, il y a le Festival de Parthenay, le FLIP, qui propose une catégorie écoludique dans ses trophées annuels éditeurs. Et on a remporté 2 années de suite ce prix avec Dictopia puis Biomos. Et c'est toujours très plaisant d'avoir une reconnaissance, de se dire que ce qu'on fait est reconnu par d'autres acteurs du milieu. Forcément. Du coup, ça nous permet de continuer dans cette voie-là et de ce qu'on disait sur les coûts et l'implication des risques qu'on prend, que tout le monde ne prend pas. Ça permet de se dire que c'est la bonne voie. Un autre prix récent lié à ça, c'est qu'on a gagné le prix Eco Publisher of the Year, qui est un prix de fabrication. Et alors, malgré qu'on soit encore petit, qu'on ne soit pas les plus puissants là-dedans, on était reconnu pour notre engagement environnemental dans la démarche de fabrication. Ce qui veut dire qu'on a été en gros les plus embêtants là-dessus pour que ça ait des effets à ce niveau-là. Et après, tous ces prix-là, ça donne plus de la motivation. Nous, ce qui nous importe, c'est ça, mais c'est une reconnaissance et ça veut dire que puis ça peut interpeller. La preuve est c'est que si tu me poses des questions là-dessus, c'est que plein de gens en fait partagent cette vision. C'est juste que des fois, on se sent un peu démunis. Et nous, on dit, mais en fait, faut y aller, faut agir. Il n'y a plus le temps. Alors, on réfléchit tout le temps en parallèle, mais il faut aussi agir. Il faut arrêter de se chercher des excuses ou de fantasmer sur certaines choses. Et on parle souvent d'effet papillon. Il faut y aller. On n'a plus le choix, là, il faut y aller et il faut changer les choses. Sinon, de toute façon, le mur arrivera de lui-même si on ne fait rien. Donc, autant l'anticiper et essayer de construire quelque chose de souhaitable et d'amusant pour revenir à cette histoire de jeu, plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. On va peut-être quand même un peu parler des jeux. C'est vrai que c'est très très intéressant tout ce que tu racontes. On peut revenir un petit peu sur la gamme, pas l'histoire de tous les jeux, mais du moins un petit peu leur pitch. Donc tu es auteur de Révolution. Oui. Dis-moi un petit peu plus. Comment c'est venu déjà l'idée ? Alors l'idée, elle est venue à l'époque, comme j'étais développeur web, je voulais créer un petit jeu. Il y avait des petits jeux d'interaction sur Internet qui se jouaient par un navigateur web. Et je trouvais ça assez marrant. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on pourrait avoir déjà cette réflexion de se dire, on pourrait avoir une thématique un peu plus forte sur le côté contemporain. Parce que souvent, c'est des thématiques assez geek ou assez magiques. Je pense à des choses comme, pour ceux qui connaissent, et celles qui connaissent, des choses comme Nawak ou Idéo le jeu ou Au Game, qui souvent sont dans des univers fantaisistes, mais qui étaient très marrants sur la façon de faire. Et je m'étais amusé à créer un petit jeu comme ça sur navigateur. Okay. Et bon, la vie faisant, j'étais passé à autre chose. Et un jour, j'avais une alerte en disant que le nom de domaine arrivait à expiration. Et je me suis dit, c'était quand même intéressant cette démarche. Et je me dis, je vais faire plus simple, je vais faire un jeu de société. Alors à l'époque, évidemment, je sous-estimais totalement dans quoi tu t'embarquais. Dans quoi je m'embarquais. Mais chemin faisant, j'ai réussi à auto-éditer ce jeu qui, évidemment, en sortant des sentiers battus, n'était pas dans les standards attendus des éditeurs et éditrices de l'époque. Alors je dis de l'époque, c'était en 2018. Oui, c'est pas si vieux quand même. Mais c'est juste que ça évolue tellement vite qu'il s'est passé tellement de choses depuis que cette première façon de faire a débouché sur toute la suite de Subverti. Et dans l'esprit, en fait, c'était de traiter de la révolution en tant qu'idée d'opposition à une façon de voir le monde, de dire que c'est toujours un sujet d'actualité. Et la preuve, d'ailleurs, dans certaines parties du monde, il y en a, et que pour le meilleur et pour le pire. Et qu'en fait, ces réflexions-là, il ne faut pas s'en débarrasser d'un revers de main en disant que ce n'est plus d'actualité. Ça l'est plus que jamais. Et les choses peuvent changer plus vite qu'on le croit. Donc, un peu aborder cet aspect de dire, de questionner la société dans laquelle on est, et de comment ça se fait, comment elle fonctionne, et comment on peut remettre ou pas les choses en cause là-dessus. Donc, vraiment une réflexion globale. Alors, c'est un thème politique. fort, mais ça reste un jeu d'ambiance semi-coopératif. Quand même, qui est du fun, quand même. En fait, c'est tout ça le point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu. Mais on s'amuse. C'est ça. C'est juste qu'on utilise des univers qui peuvent faire réagir. Mais aujourd'hui, je pense souvent à cet exemple-là, on a plein de jeux de pirates qui sortent, ou de jeux sur la guerre, tu vois. Ouais. C'est très violent en soi. Oui. Plus des fois que des choses qu'on propose. Mais
il y a une sorte d'acceptation de certaines choses qu'on va pas forcément remettre en cause ces choses-là, alors qu'en fait, elles dépeignent une vision du monde. Si on assume le jeu de société comme de l'art, un objet mais on culturel, est dans de l'imaginaire, voilà. Là, on touche en fait, des thématiques réelles. On est aussi dans de l'imaginaire. C'est vrai. Quand on crée des règles et un univers, on est dans de l'imaginaire. Ouais. Et l'imaginaire, en vérité, il fait écho à nos mondes. N'importe quel. Par exemple, je suis un grand fan d'anticipation. On imagine des mondes dans un futur, dans 1000 ans, 200 ans, n'importe quoi. En fait, on parle du monde réel. Oui. C'est une façon d'aborder. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'art. Et je parle de ça, mais c'est valable dans tous les arts, cinéma, littérature, BD, tout ce qu'on veut, jeux vidéo. En fait, à chaque fois, il y a des façons d'aborder les choses et de faire réagir de façon volontaire et assumée, mais aussi parfois, je le dis, de façon beaucoup moins marquée. Mais en fait, ça crée quand même quelque chose. Et quelque chose peut être des émotions, hein, c'est pas forcément. Là, c'est évidemment volontairement marqué, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et oui, d'abord, c'est un jeu. Bah oui. Avant tout, c'est un jeu. Et c'est ça que nous, on adore, en fait. C'est de faire un jeu et d'assumer ce côté culturel, quoi. Ouais, complètement. Et alors, il y a Climato, tu es aussi l'auteur ? Oui, c'était le second jeu. C'était le premier jeu sous bannière Subverti, dans le sens où l'autre avait été auto-édité avant. Et pour la première fois, là, j'ai travaillé. Révolution était avec des illustrations du domaine public, parce que je suis parti de rien, donc il n'y avait pas de budget là-dessus, en faisant des crowdfunding pour essayer de montrer qu'il y a un public derrière, et aussi en apprenant comment fonctionnent certaines choses. La plupart des jeux ont été d'ailleurs en surfinancement participatif. Oui. Ouais. C'était quelque chose qui était, en fait, pour exister, justement, faire appel au public directement, mais qui a aussi ses limites, hein, c'est pas quelque chose qui est indispensable. Et ensuite, Climato, je l'ai fait avec une illustratrice. Enfin, du coup, j'ai pu rémunérer une illustratrice, mais je suis resté l'auteur. Sur les enjeux climatiques et énergétiques, mais pareil avec un petit vrai jeu de stratégie où on s'amuse d'abord, mais avec des échos sur il y a des références à du lobbying, évidemment aux usines à charbon, au nucléaire, enfin des sujets en fait qui sont encore d'actualité, qui risquent d'être d'actualité pendant quelques temps avant qu'on trouve une solution, et en fait qui ont une complexité globale. Et encore une fois, avec ce jeu-là, on amène juste les gens à dire tiens, c'est un sujet. À se poser des questions. Voilà, à se poser des questions, à s'amuser et à se poser des questions. C'est éducatif, mais ça reste familial. C'est aussi. Ça. Et c'est aussi stratégique si on joue de façon avancée. Enfin bref, il y a tout ce système de c'est un vrai jeu. Et le suivant qui était Dictopia, qui est le premier avec un auteur qui n'est pas moi. Jérémy Partinico, qui est une très belle rencontre humaine. Lui, il est de Toulouse, enfin, il est de la région toulousaine. Et effectivement, Dictopia qui a été, on va dire, notre premier succès. Oui, il était bien repéré, voilà. celui-ci. Il a gagné quelques prix et il a une vraie diffusion. Alors, une diffusion organique, parce que nous, on aime bien justement pas un peu diffuser le jeu sur la durée et le défendre longuement, parce que tous ces sujets dont on parle, en fait, ils sont pas, c'est pas on fait une sortie et puis si ça marche, c'est chouette, et si ça marche pas, on s'en fout parce que c'était un objet comme un autre. Non, on va défendre ces catalogues sur la durée. C'est un objet durable. Exactement. Et qu'il y ait tous les sens du terme. Exactement, c'est tout à fait ça. Et tout en abordant, encore une fois, des sujets. Bon, là, on disait le pouvoir des mots, le langage. Et aussi de dépoussiérer le jeu de lettres, qui a beaucoup de freins pour beaucoup de personnes qui n'aiment pas les jeux de lettres. Mais c'est comme quand les gens disent « moi, j'aime pas jouer ». C'est rarement la mécanique le problème, c'est la sensation que crée le jeu. Et aujourd'hui, nous, on voit ça comme ça. Quelle sensation tu peux créer. Et c'est très marrant d'entendre des gens qui disent « moi, j'aime pas jouer aux jeux de lettres ». Mais bon, Dictopia, ça va. En fait, c'est pas qu'on n'aime pas jouer aux jeux de lettres, c'est qu'on n'aime pas jouer aux jeux. C'est juste que certaines mécaniques qu'on se sont beaucoup retrouvées dans les jeux de lettres avaient un côté élitiste et pas très moderne, qu'aujourd'hui on sait faire beaucoup mieux. Oui, puis il y a plein de gens qui ont encore comme référence le Scrabble. C'est pas très fun. Ou qui ont été traumatisés par des parties. Voilà. Après, il y en a aussi qui aiment ça. Enfin, il y a une diversité Et puis il y a des championnats de Scrabble et tout. Enfin, je veux pas. Exactement. Et ce qui nous intéressait là-dedans, c'était aussi l'aspect très grand public. Parce que parfois, on a chacun a sa vision du monde. Il y a des gens du monde du jeu, j'entends là. Et des gens qui peuvent être, pour prendre le jeu de lettres, on a vraiment eu c'était assez marrant de voir des professionnels parfois qui sont à l'intérieur, qui ne voyaient plus l'aspect grand public du jeu de lettres, qui rassure aussi une certaine population qui peut être désarçonnée face aux productions actuelles qui ne sont pas dans leur code. Je peux pas penser aux plus anciens, par exemple, aux plus anciennes. Et là, ça leur fait une porte d'entrée. Et ils se disent, mais en fait, aujourd'hui, c'est ça les jeux de société. Et quand ils ouvrent la porte, tous ceux qui sont là l'ont fait un jour, t'en ressors rarement et tu te rends compte qu'il y a une profondeur incroyable. Et du coup, Dictopia sert aussi à ça, à toucher un autre public qu'on a peut-être moins l'habitude et qui demain ouvrira d'autres portes, les portes des boutiques de jeux, les portes des festivals et plongera jamais dans l'univers des jeux de société. Non mais ça c'est sûr. Et alors il a eu le prix Mansador début 2024. C'est quoi ce prix ? En fait c'est un prix qui est... Alors c'est une organisation qui s'est créée il y a quelques décennies de gens qui, quand on parle de vision du monde, c'est des gens qui étaient un peu en décalage avec la société parce qu'ils avaient... Aujourd'hui on a souvent ces références de gens pour qui l'école n'est plus adaptée, etc. Et en fait il y a une association, eux je crois qu'ils sont beaucoup basés sur le potentiel intellectuel et ils se sont organisés en association pour dire en fait on va s'organiser entre nous et c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis
Et aux États-Unis, ils ont créé un prix qui s'appelle le Mensa Select, qui est assez reconnu. Mhm. Du coup, la branche francophone a décidé de lancer son propre prix, Ok. qui est le Mensa d'or. Et ils ont demandé aux éditeurs et auditrices d'envoyer leur jeu qui était sorti. Et ils ont fait jouer dans leur association à leurs membres et ils ont réfléchi au jeu qui était le présenté le plus. Et on a eu l'honneur d'avoir le Mensa d'or avec Dictopia. Ok. Et ils ont fait que 2 catégories. Ils ont fait une catégorie, donc la catégorie Mensa d'or et la catégorie Mensa d'or duo, qui a été remportée par Kawale. Ah oui, c'est une association de personnes qui ont des hauts potentiels intellectuels, c'est Oui. ça hein. Sans discrimination sur Oui, bien d'où sûr. on vient et d'où on va ou quoi, Bien mais sûr. ils se sont dit en fait nous ensemble on veut s'organiser en association. Ouais. Non, mais je Et c'est connaissais assez pas du tout. marrant. Ok. En fait c'est plutôt connu aux États-Unis, mais c'est mondial parce que du coup dans leur vision du monde il n'y a pas de frontières, donc il y a des branches dans Ok. tous les pays. Alors moi je connaissais pas non plus, c'est quelque chose que j'ai découvert là-dessus, mais c'est vrai que le Mensa Select est connu aux États-Unis. Je crois qu'il y a aussi un prix en Allemagne, et en fait cette effervescence de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices qui veulent défendre et permettre au jeu d'exister dans d'autres sphères, elle est très intéressante pour nous. Aussi, ouais, Et alors, complètement. évidemment, on est ravis d'avoir des prix parce qu'on va jamais se plaindre de se dire que tiens, il y a des gens qui ont trouvé que c'était le meilleur jeu pour eux Ouais, c'est cool, ouais. qui était sorti. Du coup, c'était basé sur l'année d'avant, donc en 2022 pour Dictopia. Mhm. Et là, ils vont renouveler l'expérience et aussi essayer de communiquer là-dessus parce que c'est des prix qui viennent de d'autres mondes. Ouais. Et du coup, dans le monde du jeu, il y a des fois des décalages et il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais on les connaît pas, donc qui sont-ils Sont-ils légitimes et Mais ce qui est bien, c'est que vraiment, effectivement, ça apporte encore de l'ouverture. Enfin, oui, vraiment, c'est ça que je vois, c'est Ouais. vraiment l'ouverture et rendre accessible les choses au plus grand nombre. Et des fois, c'est assez marrant. On a eu dans le monde du jeu pour le Mensa d'or, on a des gens qui nous disent non mais du coup c'est élitiste, donc on le valide pas. T'es là, mais en fait c'est élitiste de dire ça. Bah oui, Cette vision de toujours faut de mettre dans des toujours, cases, quoi. ouais, aussi, voilà, mettre dans des cases et vouloir mm. dire non, ma vision du monde c'est la bonne. Bah non, en fait on est divers et variés et j'aimerais bien que j'aimerais bien. Ça, c'est ma vision du monde, mais Ouais. je pense qu'on devrait plutôt accueillir les différentes façons de voir les choses. Et là, ça enlève rien à personne de juste pouvoir marquer. Par exemple, là, concrètement pour Dictopia, les sites qui référencent les jeux, certains ne veulent pas mettre le logo du prix parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Et moi, ça m'étonne toujours cet aspect où, en fait, ça t'enlève rien. Intéresse-toi, en fait, du coup. Oui, ça t'enlève rien et surtout ça diffuse le jeu de société sur ce qu'on veut faire au plus grand nombre. Et bref, bon après voilà, Ok. ça c'est toujours la même chose. On a chacun notre façon de voir le monde. Moi, je suis plus en ouverture et d'accueillir toute la diversité plutôt que de vouloir dire que non, c'est cette vision-là qui est la bonne. Catégoriser, ouais. Exactement. On parle de Biomos aussi, qui est Oui. sorti l'année dernière, 2023. Le dernier jeu publié, donc sur l'environnement. Alors, on va dire que c'est un thème évident pour nous, mais des fois on se demande si tout le monde a bien pris la mesure de l'environnement. Encore une fois, là on est sur un vrai jeu de société qui propose une version très grand public, où on a une petite originalité avec une sorte de gouttière, où on doit prendre des jetons pour développer sa propre planète, et essayer de jouer avec des illustrations magnifiques de Baptiste Pérez, qui est aussi un Toulousain, j'aime bien bosser avec des locaux, mais l'auteur pour lui est Et lyonnais. responsable jusqu'au bout, on bosse avec les voisins. Comment ? T'es sur Toulouse, toi hein? Oui, je suis c'est sur Toulouse. ça. Donc, pour ça, responsable jusqu'au bout, tu bosses même avec Oui. le local. Alors après pour les auteurs, l'auteur de Biomos est lyonnais, qui est D'accord. l'autre capitale ludique Oui. en France. Et bon après évidemment on se voit en réel sans arrêt. À Cannes, on se croise régulièrement et on échange là-dessus. On va dire Biomos, vraiment, j'ai vraiment fait le boulot éditeur sans faire ce côté auteur ou illustrateur. Et c'est toujours illustratrice. C'est toujours chouette de pouvoir bosser avec des gens dont c'est le métier, des professionnels de ça, et de pouvoir aller encore plus loin dans la proposition et pouvoir s'occuper de cet aspect édition. Et Biomos, pareil, il a reçu un bel accueil. On est content là-dessus. Et en plus, il va avoir sans doute une vie à l'international. C'est un peu la nouveauté là qu'on va avoir cette année. Il devrait sortir au trouvé des printemps, distributeurs à été, l'étranger ? Exactement, en Italie, aux États-Unis, au Canada pour le moment. Et toujours avec ces réflexions, du coup, où c'est produit. Aux États-Unis, ils n'ont pas d'usine en ce moment. Comment on le diffuse, en laissant les gens s'approprier quelque chose qu'on a créé, mais en leur laissant, quand on parle de localisation, nous on le fait pas, mais là, ils le font pour nous. C'est toujours des choses qui posent question et qui sont intéressantes de voir comment on diffuse une idée, un jeu pour le coup. Ouais, mais bon, il y a toujours l'intérêt des qu'il porte. idées derrière, voilà. Exactement. Et en plus, il a une belle visibilité sur BGA. Oui. Il a fait partie de la sélection des BGA Awards 2024, c'est ça hein Exactement, oui. Alors, Dans deux oui, catégories, je crois. Oui, c'était assez marrant parce on parle de prix, mais il y a aussi parfois des jeux où ils sont nommés. Et là, sur BGA, on n'a pas remporté le prix parce qu'en face, il y avait quand même beaucoup de jeux très connus et ils ont été plébiscités beaucoup là-dessus. Et oui, ils avaient fait 4 catégories, donc les 3 catégories classiques et une catégorie forêt. En fait, c'était forêt nature. Et on a eu le plaisir d'être sélectionné à la fois dans la catégorie familiale, enfin, ils appellent ça casual, mais bon, bref, et la catégorie forêt sur les BGA Awards parce que Biomos a été porté sur BGA par Matt CT, qui est un développeur, pour toucher potentiellement notre public. Ça donne encore la visibilité. Avant qu'on parte bientôt sur les projets, il y en a un qui m'a interpellé quand même, ce projet particulier, et j'aimerais bien que tu m'en parles, c'est le projet Interférence. Donc, c'est un projet collaboratif, un jeu qui est créé en demandant l'avis, si
systématiquement d'une communauté. Exactement. Tu m'en parles un peu plus, parce que c'est un projet de longue haleine, ça. Oui, c'est un projet où on ne sait pas trop où on va, mais maintenant on le sait un peu plus. Mais effectivement, c'est l'idée de se dire, est-ce que si on utilise l'intelligence collective, et pas l'intelligence artificielle, mais vraiment collectivement en tant qu'humain, si on se dit, tiens, vers où on pourrait aller, est-ce qu'on arrive à créer un jeu ? Du coup, on a fait vraiment les choses à l'envers. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent, il y a un défi annuel qui s'appelle Inktober, qui est un défi artistique où on a des mots imposés pendant 30 jours. Et on essaie de créer, alors souvent c'est du dessin. Et en 2020, déjà, j'avais créé 30 concepts de jeu à partir des 30 mots, en faisant un petit visuel de boîte et 3 lignes de thème, quoi. Ok. Et c'était rigolo, petit gimmick créatif, on s'était bien amusé. Et les gens étaient en mode, en fait, est-ce que ces jeux existent ? On dit, non, c'est juste un concept. Mais on s'est dit, pourquoi pas essayer d'en faire un ? Ouais. Mais comment choisir parmi 30 ceux qu'on... Alors, il y en a, c'était certains des blagues, il y a certains, c'était des références ou des choses comme ça. Mais on s'est dit, on va demander aux gens, tout simplement. Donc, on a fait un petit vote sur si parmi les 30, vous deviez en choisir un, lequel vous choisiriez. Et du coup, on a eu un des concepts qui a été mis en avant. On s'est dit, en fait, allons au bout de la démarche et on va développer chaque élément en disant, à partir de ce concept de 3 lignes, déterminons tout. Quel type de jeu ça peut être, dans quel univers plus précisément, à quelle époque ça peut être. Le jeu qui a gagné, c'était une radio pirate. Okay. Mais du coup, certaines posaient la question de mais radio pirate à quelle époque. Du coup, on a laissé les gens décider de l'époque et on se retrouve aujourd'hui à avoir un jeu dont le nom même a été proposé par des gens et voté par les autres, qui s'appelle Interférence, qui donc a gagné, dans un univers steampunk d'une radio pirate où on combat une impératrice qui essaie d'étendre son pouvoir à travers différentes quartiers d'une ville. Et tout ça est très intéressant, mais ça fait pas un jeu. Mais il y a eu des vraies propositions d'auteurs, en fait. On a fait une game jam. Une game jam, voilà. Donc la game jam, c'est en fait créer un jeu en temps limité avec des contraintes. Donc les contraintes, c'est celles qui avaient été votées. Et on a eu 14 propositions concrètes qui ont découlé de ça. Et encore une fois, comment on fait pour décider ? Ils ont proposé une vidéo avec tous les autrices et auteurs qui ont participé. Et on a fait voter les gens, encore une fois, sur lequel vous voulez qu'on développe. Et il y a Vinka qui l'a emporté avec son prototype. Donc c'est une jeune femme. Qui est une artiste peintre. Une artiste peintre. Exactement. Ah, ok. Qui fait aussi, elle a fait, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble qu'elle a déjà édité un jeu qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Feelings, je sais pas. Et aujourd'hui, on le développe avec elle. Oui, l'idée c'est de le sortir quand même. Oui, on va aller au bout. Du coup, okay. Il est en développement et souvent les jeux, on entend parler qu'une fois qu'ils sont développés. Ouais. On en a parlé avant. Oui, la com est déjà faite, c'est un truc de fou. Oui, alors après, il y a tellement de jeux qui sortent. Oui, on bien n'est pas sûr. non plus. Oui, il est en développement et on espère le sortir dans les années à venir avec des propositions concrètes. C'est vraiment l'intelligence collective, comme tu disais, versus l'intelligence artificielle. Là, c'est Exactement. Et tu as utilisé quel réseau ? Donc je crois que c'est un groupe Facebook ? Oui, c'est pas ce qui me ravit le plus, mais c'était. En fait, ça permettait de plus facilement que les gens puissent voter sans devoir mettre en place un outil trop avancé. Mais ça, c'était quand on faisait des votes. On a aussi parfois, pour les propositions de nom de jeu, tu pouvais le proposer un peu comme tu voulais. Mais l'idée, oui, aujourd'hui, on est beaucoup sur Discord pour que ce soit facile à la fois nous en interne pour travailler, mais aussi en externe pour que les gens qui veulent suivre l'aventure de plus proche puisse échanger avec les différents artistes. C'est encore ouvert. J'invite les gens à aller, si vous êtes curieux et en savoir plus sur Interférence, il y a effectivement un groupe Facebook, on peut aller, demander à le rejoindre à tout moment. Sans problème, et quand on aura avancé sur le développement, on montrera où on en est et on refera des votes sans doute sur le nom des personnages, des lieux, des choses comme ça pour continuer et aller au bout de la démarche, mais qui peut encore prendre effectivement quelques mois. La thématique, elle me plaît bien, la radio amateur. Ça prouve que... radio pirate, c'est cool. En réfléchissant à plusieurs, on arrive à des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que tu as dans les cartons là, à venir plus prochainement Alors, le prochain jeu qu'on sort, c'est Mixart. C'est un jeu de Jérémy Partinico et Alexandre Aguilar, illustré par Christine Alcouf, mais pas que. Car le thème du jeu, c'est le street art. Et en fait, on va avoir plein d'artistes qui vont intervenir pour faire une illustration pour chaque carte, pour un peu, on va dire, à l'image de la rue où il y a plein d'œuvres différentes, parfois très différentes côte à côte. On veut un peu mettre en avant cette histoire d'art humain et aussi ces réflexions qu'il y a sur la conception de l'art avec les intelligences artificielles génératrices d'images. Tu vas faire appel à des graffeurs Alors, en partie, mais pas que. On traite ça vraiment comme n'importe quel thème où les artistes qui interviennent ont leur vision artistique. Ouais. Là, c'est une vision artistique d'un autre art, mais et certains le font. Ou certains le font et je ne le sais pas, mais chacun aura son approche là-dessus. On a fait appel à la fois des illustrateurs et illustratrices du monde du jeu
mais pas que. Donc il y aura une diversité là-dessus et pas forcément des gens connus. Enfin, il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de bien, tout et c'est ça qui m'intéressait dans le. Ça va être une œuvre collective à nouveau. Exactement. Oui, c'est vrai que ça. On aime bien tenter ce genre de choses. C'est chouette. Et du coup, c'est un petit jeu de rapidité où on va devoir réaliser des graphes avec des petites bombes de peinture qu'on a chacun et chacune. Tout le monde joue en même temps. Et le but, c'est de réussir à en faire le maximum avec des contraintes, des missions qui arrivent au fur et à mesure de la partie pour te challenger un petit peu sur une sorte de casse-tête avec des cartes qui ressemblent à des dominos pour qu'on peut manipuler, retourner, agencer comme on veut avec une forme de liberté dans le jeu, mais un vrai défi là-dessus. La thématique a changé parce que j'ai eu la chance de tester un peu le proto il y a un peu plus de 6 mois. On faisait des cocktails de fruits. Oui. Oui, en fait, c'est assez marrant parce que les auteurs et autrices, souvent, ils proposent une mécanique de jeu. Alors, ça dépend, hein, mais là, dans ce cas-là, où la mécanique sert juste à habiller le prototype. Ouais. Et nous, après, dans l'édition, on réfléchit... La thématique, tu veux dire? Oui, pardon. Nous, on réfléchit avec les auteurs, pour le coup, là, à quelle thématique serait adaptée à notre ligne et qui leur parlerait, évidemment, aussi, parce que c'est leur œuvre. Et on est arrivé sur cette idée de street art qui nous paraissait intéressante pour montrer aussi que l'engagement que l'on a, il a différents sujets et que l'art, pour moi, fait partie des choses auxquelles on peut s'amuser avec et aussi réfléchir sur, quand on voit dans la rue, est-ce qu'on veut des murs gris ou est-ce qu'on veut des murs colorés. Et puis c'est un vrai moyen d'expression, le graphe, ça a été pendant tout un temps, effectivement. Exactement. On dit souvent, c'est le musée à ciel ouvert, la rue. Ouais, c'est cool parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on a une ligne éditoriale forte comme vous, de trouver finalement aussi des thématiques qui peuvent fonctionner. Tout peut fonctionner en fait, je pense qu'il faut juste réfléchir bien aux choses. Je vois ce que tu veux dire, la variété des thématiques est importante et en fait on ne peut pas enfermer dans être engagé, c'est que ça. Par exemple, on n'est pas en mode on fait que des jeux sur l'écologie. Oui. C'est évidemment important, mais il y a plein de choses qui sont importantes et on essaie un peu de montrer qu'il y a une infinité en réalité de thèmes là-dessus. Nous, alors, on ne compte pas produire plein de jeux, on est vraiment dans la qualité plutôt que la quantité. Les thèmes, c'est pas ça qui manque. Et après, il n'y a pas que le thème en tant qu'habillage. Il y a la réflexion, on parlait de biomos, il y a un côté physique, il y a un côté manipulation, il y a un côté la sensation que l'on crée. Nous, on est très intéressés par l'écho entre ce que tu fais, ce que ça t'évoque, et cet aspect de manipulation, par exemple, ou des émotions que ça peut créer. Et toutes ces choses-là, c'est des réflexions que l'on a. Donc, c'est pas juste, on a mis un thème pour faire joli. On veut que ce soit le plus cohérent possible. Et des fois, ça touche des gens, des fois, ça ne touche pas. C'est aussi qui est intéressant dans le jeu de société, c'est que chacun se l'approprie et chacune se l'approprie. On n'est pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut penser. On fait une proposition artistique. Non, mais chacun le prendront comme un objet, ludique, comme un jeu, tout simplement, sans forcément aller plus au-delà. Puis d'autres vont creuser un peu, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin parce qu'on on met plein de petites choses, de petites références, parfois des easter eggs qui sont des petites références cachées, et pour permettre d'avoir une vraie profondeur et un vrai amusement aussi dans le fait de jouer avec un univers fictif. Alors Mixart, c'est pour quand ? C'est pour septembre de cette année, donc septembre 2024. Ok. Tu as d'autres projets ? Alors oui, on a un projet de faire un jeu pour un festival qui s'appellera Dédale, qui est un petit jeu que l'on fait pour l'alchimie du jeu, pour aussi soutenir cette idée. On parlait des festivals tout à l'heure au début, que l'on défend à notre façon. Et aujourd'hui, on veut aussi défendre l'idée que les festivals sont importants et du coup, on fait un jeu en partenariat avec eux que Subverti édite avec. C'est une commande du coup pour le coup, c'est un travail de commande. C'est une forme de commande, mais en fait, on le publie comme un jeu normal. Ouais. C'est juste que pour le festival, en fait, c'est l'alchimie du jeu qui profitera des bénéfices du jeu. Et dans sa vie ensuite en boutique, on reversera nous une partie des bénéfices au festival. Okay. En plus de la visibilité que du coup le logo du jeu est sur la boîte. Et quand on parlait tout à l'heure d'écologie et de jeu écologique et populaire, sera un petit jeu à 10 €, facile à prendre en main, mais qui est un vrai jeu, encore une fois, et qui a une vraie profondeur, et qu'une fois qu'on le sort et qu'on joue avec, il a vraiment une belle présence sur la table. Donc c'est un jeu de cartes ? Exactement, c'est un jeu de cartes où en fait on va devoir, dans l'univers, le thème de cette année de l'alchimie du jeu, donc le festival de Toulouse, c'est la mythologie. Et du coup, le jeu, c'est Dédale. D'où le Minotaure sur la. Et voilà, c'est le Minotaure. Sur le dessin, On doit aider Dédale, le fameux architecte, à ne pas laisser le Minotaure s'échapper du labyrinthe. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à Toulouse, le Minotaure, il existe en physique avec les fameuses machines qu'on retrouve également à Nantes. Donc à Nantes, c'est l'éléphant. Oui, les machines de Lille. D'accord, il y en a aussi sur Toulouse. Oui, tu vois, je savais pas. Il y a leur plus grande machine, leur plus belle machine, c'est le Minotaure. Ah, super. Et du coup, il y a toute une cohérence là-dessus et on aime bien défendre cette idée qu'il y a d'autres endroits où créer le jeu, diffuser les jeux. Et voilà, les festivals, pour nous, c'est essentiel. Et là, on est d'ailleurs dans un festival qui est important pour nous. Puis pour le coup, il y a encore une forme de soutien, là, voilà. Oui. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas que le thème. Là, le thème, il correspond à l'univers du festival. Mais par contre, nous, notre démarche, toujours dans cette idée d'agrandir, de rendre plus accessible
de diffuser le jeu au plus grand nombre, d'en faire quelque chose de plus populaire et pas de réserver à une vision des choses. Les festivals, voilà, je crois qu'il n'y a pas trop de débat sur leur utilité et que ça réunit les gens. Il y a plein d'acteurs et d'actrices dans le festival. Les boutiques de Toulouse jouent le jeu. Il y a tout un écosystème. Les associations, sans qui le festival n'existerait pas. Oui. Alors, il y a une association pour le festival parce que ça doit être géré par ça. Et après, il y a les soutiens. Les partenaires de la ville, aussi, oui, bien sûr. De la région toulousaine qui permettent à tout cela d'exister, de vivre et de se rencontrer. Et de se rencontrer en vrai. Écoute, bravo pour tout ça. Franchement, c'est un super projet, tout ça, Subverti. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle route, une longue route, durable. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant qu'on passe à notre petit portrait chinois ludique ? Je crois qu'on a fait le tour. Après, j'invite les gens à ne pas hésiter à venir nous rencontrer sur les festivals et à parler avec nous. C'est toujours un plaisir de partager ces visions des choses et surtout de venir jouer pour s'amuser. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? Je vais faire une réponse qui est assez commune, mais j'aime bien le côté draft, le côté qu'on a des choix et on doit en faire un en allant comme sur une branche d'un arbre, et en laissant les autres, mais en partageant aussi ce qu'on laisse au suivant, donc qui peut être utilisé. En ayant conscience de ce qu'on donne aux autres. Exactement. À la fois les choix, la liberté personnelle et à la fois le partage de ce qu'on laisse ou pas, soit pour embêter, soit pour aider. Ok. Si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt compétitif, coopératif, semi-coop Alors, je vais être honnête, totalement compétitif. Ouais. Quand je suis dans un jeu, je trouve que le côté compétitif des jeux permet de s'abandonner justement à cet univers en se disant comment j'optimise au mieux avec ma façon de voir les choses. Et j'adore ce petit challenge là-dessus qui me crée des émotions qui me plaisent beaucoup. Du coup, compétitif pour moi. Ok. La troisième, ce serait si tu étais... tiens, je vais changer un petit peu d'habitude. Si tu étais une thématique de jeu, de société. Alors, débrouille-toi avec ça parce que t'en abordes pas mal. Je vais prendre le genre que je préfère en général dans la culture, c'est l'anticipation. Donc anticipation. Ok. Ouais, voilà. Le jeu un peu futuriste. Ok. Réfléchir à l'avenir. Alors, réfléchir à l'avenir... Oui, c'est l'idée je trouve que c'est une bonne façon de projeter beaucoup de choses quand je parlais d'écho sur les thèmes, mais d'imaginer des réalités alternatives. Parce qu'en fait, des idées naissent, les idées nous permettent après de l'appliquer à la réalité quotidienne. Et je trouve que de projeter des réalités possibles est un très bon exercice pour réfléchir à notre réalité actuelle. Alors, si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer au micro du podcast Tu joues ou quoi ? Qui tu pourrais me proposer dans le monde ludique ? Oula, il y a beaucoup de monde qui me vient en tête. Je dirais, je vais dire Vinka, qui je trouve que c'est toujours intéressant, d'une part, de mettre en avant les autrices, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui dans le monde du jeu, et aussi l'approche artistique qu'elle peut avoir avec son métier à côté d'artiste peintre. Ok, écoute, super, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir joué le jeu de cette interview, et puis je te propose qu'on termine par la phrase habituelle, c'est-à-dire au jeu de Subverti, tu joues ou quoi ? Et le tu joues quoi, on le dit ensemble. Très bien. Ça te va ? Alors, au jeu de Subverti, tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Je vous donne quelques petites infos supplémentaires. En plus du jeu Dédale, créé pour l'alchimie du jeu, est sorti cet été le jeu Oyez Oyez en partenariat avec le Flip, le festival du jeu de Parthenay. Avec d'autres acteurs du monde ludique, Subverti a co-créé il y a quelques mois le collectif du jeu engagé pour réveiller les esprits tout en se divertissant. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à leur page Facebook. Je mets le lien en description. Dans le prochain épisode, je serai avec Jean-Marie Minguez, l'illustrateur notamment des jeux Mare Nostrum et Nidavellir, signé du regretté Serge Lager. Je vous dis à très vite.